Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bienvenue à l'émission Ultra Santé, une émission qui se veut à l'écoute du proche aidant et du personnel du réseau de la santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Gilbert Vachon, qui a été proche aidant pour sa maman pendant 5 années. Bonjour, M. Vachon, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci Chantal. Toi-même? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Gilbert. Gilbert, j'aimerais, en début d'émission, dans un premier temps, que tu nous expliques un peu ton histoire et que tu nous dises un peu comment était ta maman. Ça me fait plaisir de parler de ma mère. Ma mère, j'imagine. Oui. Ma mère, ça a toujours été une battante. Si je regarde au plus loin de mes souvenirs d'enfance, une battante, une revendicatrice, puis une organisatrice. Là. En tout cas, comme plusieurs mères de ce temps-là aussi, c'est eux autres qui tenaient le clan familial. Effectivement. Pendant que le mari était parti travailler souvent à l'extérieur. Puis, c'est ça marchait avec une discipline, mais, on va dire, elle était organisée. Puis, elle nous a légué ça, cette discipline-là, puis cette organisation-là. Puis, en tout cas, suite à ça, c'est ça, elle a élevé ses enfants, ils ont vieilli, ils ont pris leur retraite. Puis, c'est ça, mon père est parti à 73 ans. Puis, elle a continué son chemin. Puis, c'est ça, elle restait dans un RPA, un manoir pour personnes âgées. Puis elle avait bien du plaisir où elle était là parce qu'elle était entourée de ses amis. Elle avait un bel appartement, sa chambre fermée, son balcon, sa cuisine. Elle avait tout pour être heureuse. Oui, absolument, absolument. Puis elle a toujours été autonome, ma mère. Puis c'est ça. Puis encore là, j'inclus toutes les autres mères aussi. Et ces aînés-là du temps, c'était du monde orgueilleux parce qu'ils ont passé à travers tellement d'épreuves que pour eux autres, c'est ça. C'est ça, ma mère. J'irais même jusqu'à dire, Gilbert, que ces gens-là de ce temps-là étaient des êtres forts et pleins de courage. Nos prédécesseurs avaient une force de caractère et un vouloir, là, une urgence de vivre, là, je pense que qui était vraiment, vraiment propre à cette génération-là. Oui. Mais Gilbert, j'aimerais te poser une question. Avec tout ce que tu me dis sur ta maman, qu'elle était autonome, cette urgence de vivre, une femme plein de rigueur et de vie, que lui est-elle arrivé pour qu'elle entre au CHSLD? Bien, elle avait 81 ans, elle restait dans son appartement au manoir, puis elle a fait une mini-ACV. Ce qui a occasionné une paralysie côté gauche, surtout le bras gauche. Puis, elle avait quand même une certaine autonomie, puis elle restait quand même dans son appartement. Mais il est venu un temps qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. On allait, la famille, à son aide là-bas, la rencontrer, l'aider. Mes sœurs l'aidaient pour la laver. Quelques fois par semaine, l'une qui venait de Montréal, l'autre de l'Ontario. Puis c'était loin. Puis c'est ça. Il allait l'aider le plus possible. On a essayé de trouver des alternatives avec le CLSC. Puis le vouloir il est là, les intentions sont belles, mais les actions n'étaient pas là. Finalement, c'est là qu'il a fallu penser à la rentrée en CHSLD. Pour qu'elle ait les soins nécessaires. Et comment s'est déroulée cette période, Gilbert? Parce que pour la famille, j'imagine, bon, on a le sentiment de culpabilité. C'est pas facile, c'est pas évident. Pour ta maman non plus, c'est pas évident. Alors, comment s'est passée cette transition-là lorsque vous avez décidé qu'elle devait vivre maintenant en CHSLD? Comment s'est effectuée la transition, autant pour vous, la famille, que pour ta maman? Comment ça s'est passé? Bien, notre mère nous avait expliqué qu'elle avait déjà fait 3 ans de bénévolat dans le CHSLD qu'on l'amenait. Puis, elle connaissait la place, elle a beaucoup d'amis là. Puis, mais elle, c'est ça, elle connaissait ce
qu'elle voyait en surface. Elle ne voyait pas ce qui se passait dans les dessous. Puis ça nous a comme donné une ouverture d'esprit pour l'orienter vers ce CHSLD-là. Finalement, on a été faire l'application, tout le processus. Puis le 10 mars 2020, 2010, on l'a amené, moi et ma conjointe, là, au CHSLD. J'ai demandé à ma mère de s'asseoir dans la chaise roulante, comme ça, pour pas la fatiguer pour rien. On a commencé à faire le tour. Puis, suite à ça, bien, l'accueil a été chaleureux, superbe. Très bel accueil, je ne peux rien dire contre ça. Puis, mais ça m'a fait penser, puis je viens nostalgique avec ça, comme la première journée quand ma mère m'a amené à l'école ou à l'autobus, il y a un sentiment d'abandon qui s'est embarqué dans. Je comprends. Puis là, en faisant ça avec ma mère, la poussant, puis je tenais les épaules en même temps, puis je disais, non, ça va bien aller. Mais en arrière, quand je la poussais, là, j'avais les yeux qui me roulaient dans l'eau parce que là, c'était à mon tour les rôles changeaient là, de coup sec. Là. En tout cas, tu peux sentir. Je comprends ton émotion, absolument, Gilbert. Gilbert, à partir de ce moment, comment les choses se sont passées? Comment étaient les journées? Est-ce que ta maman s'adonnait à certaines activités? Est-ce que, malgré sa semi-autonomie, est-ce qu'elle était capable de participer aux activités? Comment étaient ces journées, Gilbert? Bien, en fait, l'activité, c'est sûr, c'était plus comme dans RPA, là, les jouets à pétanque, de faire la même, ça n'existait plus. Là. Ces activités étaient d'aller se promener dans les corridors, aller voir ses amis qu'elle connaissait, puis aller un peu faire de social, là. Puis c'est ça. Ou quand on allait visiter, moi, tous les fois, j'avais la chance, surtout quand il n'y avait pas de neige ou une belle température, on allait se promener en arrière de l'église, près de la rivière. Puis ça a été nos sorties, aller au coin, manger une crème glacée. Puis ça a été un petit peu les activités qu'on pouvait faire avec elle. Ou la sortir et l'amener au restaurant occasionnellement. Mais c'est ça. En fait, d'activité, c'était plus grand-chose. Mais pour elle, aller se promener dans le corridor, elle devenait apparemment un problème pour les employés là-bas. Ils disaient qu'elle dérangeait les autres. Puis, elle ne dérangeait pas. C'est ça qui est pire, parce que j'ai connaissé les autres, j'ai parlé avec eux autres. Ils disaient, ben non, ta mère ne dérange pas, elle est vraiment le fun. Mais c'est ça, pour avoir le contrôle, ils voulaient la garder dans sa chambre. C'est ce que j'en ai déduit d'un premier temps. Gilbert, elle entre au CHSLD, comme tu dis, elle est quand même autonome, devient une semi-autonomie qui s'installe. Et là, tu vois ta maman qui son état de santé se détériore quelque peu. Et là, le personnel infirmier qui dit elle est dérangeante, non, elle n'est pas dérangeante, elle sonne souvent la clochette, non, c'est pas si pire. Tu as dû quand même te poser quelques questions, Gilbert, on s'entend. Je m'en suis posé, puis peut-être pas assez, là. J'étais, je ne vais pas dire, un petit peu d'innocence en dedans de moi. Parce que de la manière que le personnel infirmier m'apportait ça, j'ai eu tendance à croire eux autres avant de croire ma mère. J'ai été voir ma mère quand il me disait ces choses-là. Justement, essayez donc d'être un petit peu tolérant avec le personnel. Ils font le possible. Puis elle me disait, oui, mais j'ai mal. J'ai tellement mal. C'est comme du feu dans le péteux. Puis là, je retourne voir les infirmières-chefs. J'ai dit, elle a mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle doit on va lui redonner de la médication, ça va l'aider. Mais puis moi, je retourne voir ma mère avec toute cette information-là. Je ne suis pas docteur, je suis un mécanicien industriel de la construction. Ben oui. Puis j'ai dit, ils vont venir donner de la médication, ils vont venir checker ça. Essayer de donner un petit peu de temps, je ne sais pas comment dire ça, là, calmer un peu ma mère, mais c'est ça. Aujourd'hui, là, ça serait une autre histoire. Gilbert, c'est maintenant le temps de faire une courte pause et on vous revient avec notre invité du jour, M. Gilbert Vachon. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital.
Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Nous sommes de retour de la pause. Gilbert, j'aimerais comprendre comment en êtes-vous arrivé à vous douter des soins qui étaient prodigués à votre maman? Comme je disais tantôt, moi, je travaillais à l'extérieur, en Alberta, puis on avait dans la famille une excellente communication. Quelqu'un allait faire un tour, on avait un feedback d'un, un compte rendu de l'autre. Ma femme y allait, mon fils y allait, frères et sœurs. Puis on avait toujours, on savait ce qui se passait un peu. Puis à un moment donné, mon frère avait demandé que notre mère ait un suivi ou que le médecin aille la rencontrer pour savoir ce qui se passait, parce que lui, il trouvait qu'elle dépérissait. Moi, j'écoutais ça de loin, là, en Alberta. Puis là, c'est là que, dans la semaine qui a suivi, le médecin était supposé la voir, et l'infirmière-chef a rencontré ma soeur, qui était là pour ma mère. Elle a dit, vous savez, votre mère, on devrait la placer en soins de confort, ce qui veut dire palliatif. Ça veut dire... En soins de confort? Soins de confort, ce qui veut dire palliatif. Ça veut dire qu'il l'envoie à la mort. C'est une condamnation à mort. Puis, elle a dit, ma soeur, parce qu'elle pensait qu'elle avait pu prendre la décision maintenant puis qu'il aurait fait tout de suite le transfert. Absolument, oui. Mais elle a dit, regarde, là, je vais en parler à la famille. Encore là, elle a parlé à la famille. Puis mon frère, il revenait à charge, il dit non. J'ai demandé que le médecin la voie. Je veux un rapport du médecin, pas d'une infirmière, mais du médecin, puis qui m'appelle directement, qui me donne le compte rendu parce qu'ils n'ont pas fait la semaine passée. Finalement, c'est ça. Là, finalement, le médecin a été la voir, puis c'est là qu'il a vu ma mère là, en état de décomposition. Quand il a levé les draps, il a dit, cette dame-là est surinfectée, elle a des odeurs nauséabondes, elle est chaude, fait de la fièvre. Je prends sur moi de la sortie d'ici et la rentrée d'urgence à l'hôpital. Ce qui a procédé immédiatement. Oh, ça, c'était le 16 mars 2011. Finalement, en un an, elle est arrivée là avec toute sa tête pour sortir de là complètement anéantie par le manque de soins. Et dès lors, Gilbert, toi et ta famille, le sentiment de trahison qui prend de son... C'est ça que j'appelle le baiser de Judas. On a fait confiance à ce monde-là, puis en arrière de nous autres, ils nous ont trahis. Ils ont trahi ma mère, puis s'ils l'ont fait pour ma mère, qu'on a découvert, pour combien d'autres l'ont-ils fait aussi? J'imagine que toi et la famille, Gilbert, vous vous êtes sentis trahis. Absolument, absolument. Puis mais ça, comme je te disais, moi, je travaillais en Alberta, puis j'avais les informations venant de mes frères et sœurs, parce que la communication, c'est la clé pour voir ce qui se passe dans ces situations-là. Puis mon frère, à un moment donné, a demandé à l'infirmière-chef, est-ce que tu pourrais demander au médecin qui voit ma mère cette semaine? Le médecin passait à tous les mercredis, puis elle a pris une note, oui, puis ça ne s'est pas fait. Au courant de quelques jours ensuite, ma soeur était là, une de mes sœurs, puis l'infirmière-chef a demandé à ma soeur, elle dit, vous savez, votre mère a dépéri, on devrait peut-être la placer en soins de confort, ce qui veut dire en soins palliatifs, ce qui veut dire après quelques piqûres, elle serait décédée, puis on n'aurait jamais rien su, rien vu. Mais ma soeur, bonne communicatrice, a dit oui, mais je vais parler avec la famille avant. Finalement, c'est là que mon frère a dit non. J'ai demandé un rapport que le médecin voit, ma mère, notre mère, puis j'y tiens. Là, il a ramené sa question à eux autres, puis je veux que le médecin appelle, qu'il m'appelle moi directement en parlant de mon frère. Puis finalement, ils n'ont pas eu le choix. Là, le médecin était là voir. Puis quand il l'a vu,
était en état de décomposition. Puis, il a levé le drap, puis il a dit, cette dame-là, elle a des odeurs nauséabondes, elle est surinfectée. Puis, elle a fait de la fièvre, elle est chaude. Elle a dit, je prends sur moi de sortir cette dame-là d'urgence pour la rentrer à l'hôpital. Déjà le doute, déjà ce doute constant du sentiment d'être trahi parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, de ce temps-là au constat qui se fait par le médecin, là, c'est vraiment le sentiment de trahison qui prend de toute son ampleur, qui prend son ampleur. Absolument. J'appelle ça le baiser de Judas. On a fait confiance à ce monde-là, puis ils nous ont planté le couteau dans le dos assez rapidement. Puis, parce qu'on s'entend, Gilbert, sans vouloir te couper la parole, oui, ça, et là, on voit la photo. La plaie de ma mère, là. Celle-là est propre. Elle a été désinfectée, nettoyée. Je comprends. Je comprends comment tu peux te sentir aujourd'hui et je partage cette émotion-là avec toi parce que je sais que c'est pas chose facile. Lorsque le médecin l'a vu, alors là, il s'est dit, on fait son entrée à l'hôpital. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, Gilbert, par la suite? Ben, à l'hôpital, quand ils l'ont vu, ils l'ont nettoyé, ils l'ont désinfecté, ils ont fait un scan, ils ont découvert également qu'elle avait un fécalome, c'est une accumulation de matière fécale. Ils ne l'amenaient plus à la toilette, ça s'accumulait par en dedans. Il y a eu des écoulements de périrectal, ça coulait jusque dans sa plaie, plus l'urine dans sa plaie, plus sa plaie qui se désagrégeait. On imagine la souffrance. Il nous disait qu'elle n'avait pas d'appétit. J'ai écrit un livre. Oui. Ça s'appelle Vous étiez là pour moi. Je voulais justement t'en parler. Ah, OK. Ben, excuse, j'ai pris un peu d'avance, mais. Sans problème. Ça me tient à cœur, ce livre-là, parce que c'est pas un roman, là. C'est un documentaire. C'est tout ce qu'on a passé en travers, puis tout ce qu'on ne s'est pas fait dire. Parce qu'il y a du monde qui sont venus à moi, ils m'ont dit, ouais, mais si tu savais, puis on ne savait pas, justement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, pas infirmier, puis finalement, là, toutes je vais dire nos erreurs, malgré que ce n'est pas des erreurs, si on ne savait pas, sont toutes indiquées là-dedans. Toutes les plaintes qu'on a faites sont toutes indiquées là-dedans. Il y a un cheminement là-dedans qui peut aider le monde qui vit dans ces situations-là pour passer à l'action. Je suis toujours disponible aussi. On peut me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle, Gilbert Vachon, auteur. Puis, je peux vous aider à répondre à des questions s'il y a de quoi. Mais il faut prendre ça au sérieux. C'est arrivé à une, on l'a découvert. Ça peut arriver à d'autres. Gilbert, j'aimerais aussi, pour la bonne compréhension de nos auditeurs et auditrices, que tu nous parles maintenant de tes démarches. Quelles sont présentement tes démarches? Mes démarches en ce moment, c'est depuis le début, j'ai eu une enquête du coroner. Ça avait été médiatisé le 24 mai 2011. Puis l'enquête du coroner démontre toutes les lacunes, mais il finissait avec deux mots, puis c'était mort naturelle. Mort naturelle, moi, j'ai eu de la misère à avaler ça. C'est naturel qu'elle soit morte, c'est pas une mort naturelle. Puis j'ai essayé pendant toutes les années à venir jusqu'en 2021, de faire changer ces deux mots-là. Je me faisais toujours rejeter par la coroner-chef. Il n'y avait jamais moyen de faire changer ça. J'ai essayé d'amener ça au criminel en 2013. Puis en 2013, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu, les procureurs de la couronne? Ils ont dit non, il n'y a pas motif à amener ça au criminel. Je dis, regarde le trou qu'elle a, un trou de canon dans le dos. Puis ils ont dit non, il n'y a pas motif à l'amener au criminel. Puis en plus, la coroner finit avec une mort naturelle. Là, j'ai recommencé ce débat-là. Puis en janvier 2021 de cette année, j'ai refait la demande à la coroner-chef. Puis elle m'a encore dit non, ça ne se fera pas. J'ai écrit un rapport de 99 pages avec mon rapport du médical que j'ai lu, avec le même rapport que les autres avaient entre les mains. J'ai dit, regarde, il y a des problèmes là, puis ça ne coordonne pas. Je ne sais pas une mort naturelle. Elle m'a rappelé. Gilbert, oui. Gilbert, je m'excuse de te couper la parole. C'est maintenant le temps d'aller à une courte pause et on revient avec ton histoire pour la conclusion. Merci. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance.
ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Nous sommes de retour de la pause. Alors, Gilbert, pour le bien de nos auditeurs et auditrices, tu fais tes démarches. Il y a un rapport du coroner qui voit le jour. La conclusion, mort naturelle, c'est ce que tu as dit. Et toi, ton doute persiste. Et tu fais tout ce que tu peux pour faire changer le cours des choses. Et je crois que tu as réussi. Oui, pour le rapport du coroner, comme je disais, j'ai tenté à maintes reprises avec multitude de refus jusqu'à ce que je communique avec le coroner en 2021, le coroner-chef, au mois de janvier 2021, pour faire amender le rapport, ce qui m'a été refusé, mais avec un de mes rapports de 99 pages qu'elle a lu. Elle m'est revenu avec un coup de téléphone, me dire « M. Vachon, vous avez raison. Il y a eu des lacunes, il y a eu des mauvaises informations mises dans le rapport du coroner du temps. Puis, elle a enlevé les morts naturelles n'existent plus. Puis, les autres lacunes qui étaient inexactes ont été modifiées. Puis, grâce à ça, ben, j'ai repoussé ma cause devant la police, qui n'ont pas voulu vraiment la prendre, mais j'ai été déterminant. Poussé. J'ai poussé, j'ai dit aux jeunes policiers, là, j'ai dit, regarde, on ne parlera pas de ma mère, on va parler de la tienne, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, là? Qu'est-ce que tu en penses? Puis, il ne veut pas embarquer dans l'émotion, il veut rester, mais finalement, j'ai insisté autant comme autant, puis il a dit, OK, on le prend. Puis, à l'heure qu'on se parle, c'est entre les mains du DPCP. Ça fait déjà quelques mois, 5-6 mois, c'est commencé. Puis, je n'ai pas grand nouvelle d'eux autres, mais c'est là, c'est encore en cours. L'attente est longue, Gilbert, mais malgré tout, tu as fait tes démarches, tu as fait tout ce que tu peux. Avec tout ton bon vouloir, tu vois, ça a porté ses fruits. Et comment tu penses, qu'est-ce que tu dis quand tu penses à ta mère? Qu'est-ce que ta mère doit se dire de Gilbert? Qu'est-ce que tu en penses? C'est certain qu'elle doit être très fière. Elle et toute la gang qui l'entoure en haut, là, ils doivent dire « Go, Gilbert, go ». Mais je le prends de même parce que j'ai souvent amusé avec ma mère. Puis j'ose avoir un peu d'humour quand je parle de ma mère ou avec ma mère encore. Puis ce que je veux dire aussi, là, c'est qu'on entend de tout bas, de tout côté, le monde a peur de dénoncer. On a peur aux conséquences. Oui. C'est quoi les conséquences? Vivre avec les remords? Ou vouloir conserver sa petite routine avec regarde ma job. Puis, Bonne constatation. J'ai dans mon livre, là, j'ai marqué au chapitre 22, c'est ne cédons pas à la peur. Puis juste deux petites lignes que je veux vous lire. Oui. L'absence de peur est un puissant facteur de transformation. Qui ne cède pas à la peur reste libre et peut contester tout abus de pouvoir. C'est quand le pouvoir tue notre monde, ben, puis qu'on le sait, on devient complice. Moi, je n'ai pas voulu prendre cette place-là de complice. Moi, j'ai dit, je dénonce. Puis, j'ai mis ma tête sur le bûcher. Puis, je suis prêt à prendre la première flèche s'il faut, mais je vais aller au maximum que je peux aller. Puis ça, c'est sans contredit. Mon livre, je veux en parler, on peut le trouver sur escapade-répibonheur.com. C'est un documentaire, c'est un guide, puis je le fais par amour pour ma mère, puis je l'ai fait par amour pour tous nos aînés du Québec puis du Canada. Parce que même dans l'Ouest canadien, ils m'ont dit, on veut avoir copie de ça. Et il y a aussi le titre anglais, You Were There For Me, que vous pouvez vous procurer en anglais. Gilbert,
j'aimerais te remercier d'avoir fait partie de cette émission. Ton histoire est vraiment touchante. C'est pas une histoire commune à tous. Tu as fait preuve d'un immense courage. Je te lève mon chapeau parce que je sais c'est quoi pour avoir été proche aidante moi aussi. Je te lève mon chapeau et je suis persuadée que ta maman est bien fière de toi et sois fière de toi. Je te souhaite d'avoir de la lumière dans ton cœur et de voir la lumière au bout de ton long tunnel. Et je sais que tu vas y parvenir parce que tu as la force nécessaire pour l'entrevoir, cette lumière-là. Alors, en terminant, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je tiens à vous remercier. Ce n'est pas chose facile pour moi. Je suis pas habituée d'animer. Je fais mes classes. J'y vais avec mon cœur et mon âme et j'espère sincèrement que vous allez vous joindre à nous pour la prochaine émission.